j'ai deux mains. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci Yann, merci Eric. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver. Et effectivement, c'est un peu une longue histoire que nous avons entretenue avec les illustrateurs de Luzerne. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis absolument confus. Je serai obligé de vous quitter juste après mon intervention. Non pas vraiment pour des raisons professionnelles, mais c'est que j'ai une contrainte de babysitting, si vous voulez. Ça arrive lorsqu'on devient grand-père et c'est une sorte d'urgence. Ma femme est pour l'instant sur le pont et il faudra que j'aille très vite la remplacer. Donc, ne voyez pas dans mon départ rapide la quelconque marque de désinvolture, c'est vraiment une urgence. Voilà. Alors, Eric et Yann m'ont demandé de donner rapidement une vision un peu globale sur l'agriculture. Bon, moi, je suis prof d'économie. J'ai complètement modifié ma pratique de prof d'économie, à la fois sous le mode de l'enseignement et sous l'angle de la recherche, au début des années 2000. Tout simplement parce que j'ai eu la chance de rencontrer des climatologues qui m'ont expliqué le changement climatique. Et donc j'ai travaillé sur cette question du changement climatique, j'ai travaillé sur les instruments économiques, je dirais deux mots sur les projets domestiques CO2. Et je suis absolument convaincu que les contraintes du climat, les contraintes de la biodiversité vont nous conduire à une véritable révolution agricole comme à une véritable révolution énergétique. C'est bien connu aujourd'hui sous l'angle énergétique. Vous voyez, on voit bien aujourd'hui que dans les débats publics, passer à un système énergétique zéro carbone, c'est une vraie révolution pour tous les gens qui sont dans l'énergie. Je pense qu'on va connaître une sorte de révolution agricole. Une révolution agricole, ça ne veut pas dire qu'on va sortir les fourches et qu'on va descendre dans la rue, ça veut dire que c'est tout un système qui va changer. C'est pas des sommes d'ajustements marginaux, je pense que c'est tout un système qui va changer. D'où le titre climat, biodiversité, agriculture, la révolution qui vient, évidemment, avec l'image de la musée. Alors, malheureusement, je ne peux pas commencer cette intervention sans nous ramener à la réalité de court terme. Tu l'as évoqué, la guerre en Ukraine a des impacts, vous le savez tous, majeurs sur les marchés agricoles et les marchés de produits alimentaires. Je voudrais juste rappeler un point sur le plan mondial. On a atteint une situation en mars 2022, là vous avez un graphique qui vous montre l'évolution des prix de base agricoles qui est suivi par la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation, et qui donne l'évolution du prix en termes réels, donc déflaté de l'inflation industrielle. En mars 2022, le prix des denrées agricoles de base dans le monde a atteint un sommet historique, dépassant le point haut qui avait été atteint au moment du premier choc pétrolier d'embargo sur le soja. Je vois que vous êtes beaucoup à photographier le truc, je pense qu'on pourra leur donner la présentation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fragilité de la situation alimentaire mondiale est terrible. Et que probablement, dans les trimestres et dans l'année qui vient, la Banque mondiale a sorti hier ses prévisions de prix sur les marchés agricoles de base, on va faire face à une situation alimentaire critique. Pourquoi? Parce que le premier facteur de la faim dans le monde, ce n'est pas l'insuffisance des produits agricoles, c'est l'impossibilité d'y accéder parce que c'est trop coûteux. Et lorsque les prix agricoles montent, en France, par exemple, le budget alimentaire, c'est de 10 à 15% du budget des ménages. En Afrique, au sud du Sahara, c'est en moyenne 40 à 50%, et dans les populations à faible revenu, c'est 80%, voyez-vous. Donc, ce point est important. Pourquoi? Parce que je vais vous parler d'écologie, je vais vous parler de climat, je vais vous parler de biodiversité. Mais à mes yeux, la révolution agricole qui vient, qui sera une révolution imposée par les conditions climatique et biodiversité, ne signifie absolument pas qu'on va désengager l'agriculture de sa fonction productrice et nourricière.
Pour moi, la révolution agroécologique ne consiste absolument pas à aller vers un système où il faudra produire moins, ça consiste à muter vers un système où il faudra produire différemment. Alors, quelles sont ces contraintes? Le climat. Alors souvent, lorsqu'on parle du climat, et lorsque les économistes vous parlent du climat, ils vous parlent des émissions de gaz à effet de serre, juste comme ça. Moi, je pense que lorsqu'on regarde le lien entre l'agriculture et le climat, il faut commencer à regarder les impacts du réchauffement climatique sur les conditions de production agricole. Et ces impacts, on commence à les voir. Parce que le dernier rapport du GIEC nous dit que, effectivement, en moyenne, la température a augmenté de l'ordre de 1 degré. Mais il nous dit aussi que, quel que soit ce que nous ferons en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ces impacts vont se durcir pendant au moins 3 décennies. Ça veut dire que ce que vous vivez aujourd'hui sur vos exploitations n'est que le début, et que la question de la résilience par rapport aux impacts du réchauffement climatique va devenir de plus en plus importante à mesure que la planète va continuer à réchauffer, au moins jusqu'en 2050. Ce que nous dit le dernier rapport du GIEC. Alors, ceci pose 2 types de questions pour les agriculteurs. La première, c'est... je vais peut-être un pointeur là, ouais, je ne sais pas, je vais essayer. Moi, je ne suis pas très techno, hein. Bon, j'arrive pas, c'est pas grave. Hein. Hein, c'est comment? Un bouton rouge, oui, voilà. Lui, il est techno, il est plus jeune que moi. Bon, alors, déplacement des moyennes climatiques. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, évidemment, les moyennes de température vont augmenter. Point très important, le dérèglement climatique modifie fondamentalement aussi les moyennes sur les précipitations. Donc le régime des précipitations moyens est en train de changer. Avec des endroits où ça fait plus, des endroits où ça fait moins. Je ne rentre pas dans les détails. D'où des adaptations qui sont des déplacements de production. Donc alors, il y a des côtés sympas, hein, vous voyez, enfin sympas pour les agriculteurs du Kent, hein, qui est dans le sud de l'Angleterre, des plateaux de Crayeux assez similaires à ceux de la Champagne. Hein. On commence à faire de très bons vins. On commence à faire de très bons vins. Avec des bulles aussi, oui. Bon. Mais la question de fond, c'est où va-t-on produire demain les grains? Bon. Deuxième point très important, les moyennes, c'est bien, mais vous savez bien que sur votre exploitation agricole, la moyenne des températures, vous vous en foutez, ce qui compte, c'est effectivement la distribution des températures. Quand ça chauffe, quand ça baisse, quand ça gèle pas. Et là, la connaissance du GIEC, des climatologues sur le climat, c'est très amélioré. Le réchauffement climatique, ce n'est pas uniquement le changement des moyennes, c'est aussi une variabilité, une instabilité du climat qui va croissante. Avec des phénomènes de plus en plus difficiles à prévoir, avec des événements extrêmes qui iront croissant. Donc, ceci rend très vulnérable des tas de systèmes de production. Et lorsqu'on creuse un tout petit peu, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais on voit que les systèmes qui sont basés sur la monoactivité, sur la monoculture, les systèmes très industrialisés. Quand je dis monoactivité, c'est aussi les systèmes qui ont standardisé le vivant, sont les systèmes les plus vulnérables à cette double impact du réchauffement climatique, les moyennes et les extrêmes. Je prends juste, j'aime bien cette image qui représente la céréaliculture au Canada. Vous voyez un peu la puissance de la mécanisation. Enfin, c'est terrible hein, ce truc. Hein. Si j'avais vos esprits, on dirait un temps. Bon. Le Canada a vécu l'année dernière un extrême climatique ahurissant qui a fait chuter complètement sa production. Une forme différente d'adaptation, il y a de très belles places au premier rang dessus. Une forme intéressante d'adaptation, j'avais passé 15 jours au Vietnam pour introduire un séminaire de recherche hein, sur l'adaptation des systèmes agricoles pas dans l'État, dans toute la vallée du Mekong, avec aussi des collègues cambodgiens et laotiens. Bon.
dans le delta du Mékong, hein, on fait face à ces deux impacts croissants avec un truc terrible, c'est la salinisation des sols. Et le problème, c'est que le delta du Mékong, hein, c'est le grenier à riz. Hein, et quelle est l'adaptation des agriculteurs? L'adaptation intéressante, c'est qu'on ne peut plus faire 3 récoltes. Donc on sait l'intensification du riz, c'est qu'on arrive à faire 3 récoltes dans l'année, on rebascule à 2, probablement d'ici quelques années à 1, et on fait une nouvelle alliance de la production animale et végétale avec le riz et la crevette, non pas dans l'assiette, mais sur l'exploitation agricole. Donc je pense que c'est un point extrêmement intéressant qui doit déjà nous faire réfléchir au type de rapport qu'il y aura demain entre les productions animales et les productions végétales. Toutes les révolutions agricoles du passé ont été des bousculements du rapport entre l'animal et le végétal. Alors, évidemment, la prise en compte du climat pour les agriculteurs, ça va consister à une mutation fondamentale pour devenir plus résilient par rapport à des impacts qui vont s'aggraver, mais aussi, ça va être de participer à la transition absolument inévitable que nous avons devant vous, d'arriver à la neutralité climatique. C'est quoi la neutralité climatique? C'est très simple à comprendre. Ce qui fait réchauffer la planète, ce n'est pas le flux annuel des émissions que nous envoyons, c'est le stock de gaz à effet de serre. Une situation de neutralité climatique, c'est la situation dans laquelle les émissions brutes de gaz à effet de serre sont au plus égales à ce qui sort du stock, c'est-à-dire le CO2 qui est stocké par les puits de carbone, essentiellement les puits de carbone naturels, hein, les forêts, l'océan, les sols agricoles s'ils font certaines pratiques, hein, et les autres gaz à effet de serre hors CO2 en fin de vie, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluo. Pourquoi c'est important? Parce que tant qu'on n'est pas neutralité carbone, ça continue à chauffer. Donc quand on dit, c'est pas du tout la neutralité carbone au sens microéconomique de la compensation. Hein, bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'atteint pas cette neutralité carbone, la planète continue à chauffer. Donc quand on vous dit objectif neutralité carbone à 2050, ça veut dire que ça va réchauffer jusqu'en 2050. Si on dit neutralité carbone en 2070, ça veut dire que ça va réchauffer jusqu'en 2070. Si on n'a pas de neutralité carbone d'ici la fin du siècle, eh bien ça veut dire qu'on est parti sur des réchauffements qui probablement deviendront strictement ingérables à la fin du siècle. C'est aussi simple que ça. Pour atteindre la neutralité carbone, il y a 2 grandes révolutions à faire. La première, elle concerne le carbone mort, le carbone fossile. C'est la transition énergétique, c'est connu, je n'y reviens pas. Je dis juste un point. Moi j'ai commencé beaucoup à travailler sur la tarification CO2, comme tu l'as dit. J'ai même été considéré comme un expert avec des travaux internationaux hein, sur le pricing carbone, comme on dit hein, en bon français. Bon. Le point à comprendre, c'est très simple. La transition énergétique, c'est facile à modéliser. Vous avez 3 produits, le charbon, le pétrole et le gaz, qui représentent aujourd'hui 80% d'énergie produite dans le monde. Il faut basculer en 20 ou 30 ans vers un système où ces 3 sources d'énergie, charbon, pétrole et gaz, deviennent tout à fait minoritaires, résiduelles. Pour construire ça, la logique de l'économie, c'est une économie de rationnement. Je ne dis pas qu'on va mettre des tickets de rationnement partout, mais il faut retirer 3 produits qui sont en trop grande abondance. D'où les systèmes de quotas accessibles, les systèmes de taxes carbone qui se mettent en place. Bon. Si on résout le problème énergétique, on a résolu 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, en ordre de grandeur. Un peu plus en France. Est-ce qu'on est pourtant en situation de neutralité climatique? Pas du tout. C'est pas du tout certain. Parce que la deuxième jambe de la neutralité climat est absolument fondamentale. Ça concerne non pas le carbone fossile, mais le carbone vivant. Le carbone vivant, c'est quoi? C'est celui que vous travaillez tous les jours. Le carbone vivant, c'est effectivement l'agriculture, la forêt, la façon dont on utilise le sol pour l'agriculture, pour la forêt, l'océan. Très important, probablement dans les 10 prochaines années, on va s'apercevoir que la question de l'océan est dramatiquement sous-estimée dans ce qu'on peut faire et dans ce qu'il ne faut pas faire pour le climat, parce que l'océan c'est le premier puits de carbone au monde. Et agriculture plus forêt, c'est 25% des émissions mondiales, en ordre de grandeur. Plus difficile à mesurer que le carbone fossile. Il y a 3
trois questions à régler sur le carbone vivant. La première, c'est les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 que sont le méthane et le protoxyde d'azote. L'agriculture est, en France, en Europe et dans le monde, la première source d'émissions de méthane et la première source de protoxyde d'azote. Il faudra donc trouver des méthodes de production qui réduisent ces émissions de gaz à effet de serre hors CO2. Sur les engrais, ben, ce n'est pas des gens qui font de la luzerne que je vais le dire. Il y a des légumineuses qui permettent de ne pas court-circuiter le cycle de l'azote grâce aux engrais chimiques, etc. Évidemment, un potentiel. C'est un des éléments. Et sur le méthane, vous avez le problème double qui est figuré sur cette double image qu'on va regarder un instant parce que j'ai volontairement montré des images de systèmes agricoles qui sont confrontés aux émissions de méthane, mais qui se sont adaptés d'une façon très intéressante. À droite, ben là je vise mal, probablement une question d'âge encore. Alors là, vous avez au nord Vietnam de la riziculture en étage. C'est probablement l'un des systèmes les plus incroyablement écologiquement intéressants. Parce que vous évitez l'érosion des bassins versants et vous produisez du riz avec des rendements corrects, beaucoup moins élevés que dans l'état du Méco, mais vous avez des rendements tout à fait corrects. Et vous n'émettez pratiquement pas de méthane. Une forme d'adaptation intéressante. Là, vous avez, à gauche, j'aime bien cette image, bien que la première bête à gauche ne soit pas une bête blanche. Moi, je suis originaire de l'Asnières, donc je préfère les charolaises, mais bon, je n'ai pas trouvé de belle image de charolaise. Donc, là, vous avez en fait une image d'un système bovin en milieu herbagé, dans un monde où on n'a pas totalement standardisé le système naturel. Et si vous avez des chargements à l'hectare qui ne sont pas trop élevés, vous pouvez arriver à une sorte d'équilibre entre le méthane que va rejeter la vache, qui va continuer à émettre du méthane. Bon, une fois j'ai expliqué ça à un grand écologue de communication, je ne citerai pas son nom, il m'a dit, eh ben non, tu sais, les vaches élevées à l'herbe, ça ne produit pas de méthane. Je dis, ah bon. Bon, enfin, ça, c'est les écolos bobos du 5e arrondissement. Là, je crois qu'on est dans le 5e arrondissement. Oui, bon. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est le premier point. On n'y coupera pas. On n'y coupera pas. Et je le dis avec beaucoup de respect pour les agriculteurs. Hein. C'est pas... souvent, les gens se sont agressés quand on dit non, si vous voulez, c'est comme ça. Hein. Le deuxième point qu'il faut régler, c'est la question de la déforestation tropicale. Et là, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais agir contre la déforestation tropicale, c'est pas autant des réglementations, des gardes forestiers qu'on va y arriver, c'est en changeant les pratiques agricoles sur les fonds de déforestation. La déforestation tropicale aujourd'hui, des forêts tempérées hier, a toujours eu comme premier vecteur l'expansion des terres utilisées pour l'agriculture et l'élevage. Et donc, si on ne résout pas les problèmes agricoles à l'amont, on ne résoudra jamais le problème de la déforestation. Il y a des progrès. Contrairement à l'impression qu'on a lorsqu'on écoute les médias, hein, le rythme de déforestation est en diminution aujourd'hui sur beaucoup de forêts tropicales, bon, malgré ce qui se passe au Brésil depuis 3-4 années, qui est quand même assez inquiétant. Bon, voilà. Et puis le troisième levier, qui je pense va devenir majeur pour les systèmes agricoles, c'est le sol. Les sols, c'est vivant. Il y a toute une biochimie des sols qu'une certaine forme d'agronomie un peu industrialisée avait un peu mis sous le boisseau, qui redevient très très important. Et suivant la façon dont vous utilisez le sol, suivant la façon dont vous le couvrez, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas prof d'agronomie, je crois qu'il y a un agronome qui parlera plus tard, soit vous déstockez, soit vous stockez du CO2.
Et donc cette question des sols vivants, elle est importante pour l'agriculture en Europe, elle est fondamentale pour l'évolution de l'agriculture des zones semi-arides, notamment en Afrique, qu'on soit au nord ou au sud du Sahara. Moi, j'ai fait ma thèse d'État en Algérie sur le déséquilibre agroalimentaire algérien. Il est évident que un problème majeur est la désertification des hauts plateaux qui sont entre le Sahara et la côte, avec des pratiques agricoles et céréalières qui aggravent ce phénomène. Au sud du Sahara, c'est pareil. Bon, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il me reste combien de temps, Yann, là, tu me chronomètres, hein, parce que comme il n'y a pas de pendule, hein, moi j'aime bien les trucs où il y a des pendules. On peut prendre 5-10 minutes. 5-10 minutes, ouais, voilà. Des questions. Oui, non, mais je voudrais vous écouter après. Bon, alors, moi je suis venu pour apprendre, hein, pas uniquement pour... j'enseigne toute la semaine, si vous voulez. Alors, voilà, si vous voulez, le point. Hein. Le carbone vivant, c'est 3 dimensions. Les gaz à effet de serre hors CO2, méthane et protoxyde d'azote. Le lien entre l'arbre et le sol, donc les systèmes agricoles et la déforestation. Bon, mais chez nous, si on trouve des systèmes agricoles qui améliorent le couvert forestier, il ne faut pas hésiter avec l'agroforesterie. Bon. Et puis la question des sols, qui je pense va devenir majeure dans les questions agricoles de demain et dans la révolution qui va nous arriver. Alors, bon, tout ça c'est bien gentil, mais je n'ignore pas que vous avez tous un compte d'exploitation avec des charges et des recettes, et que même si on vient d'une belle université et qu'on a travaillé pendant 15 ans sur le sujet, si la révolution agricole qui vient, elle altère complètement le compte d'exploitation, et ben voilà. Bon, donc il y a un problème que vous vivez, vous agriculteurs, mais c'est pareil dans l'énergie. Hein. Pareil dans l'énergie. Hein. Si vous faites le compte d'exploitation, surtout en ce moment, avec le prix du gaz et du pétrole, croyez-moi, c'est vachement rentable hein, de faire en ce moment du fossile. C'est hyper rentable. Hein. Et pourquoi c'est hyper rentable? Parce que dans le prix de l'énergie, on ne met pas suffisamment une variable qui est le coût du changement climatique. C'est pour ça que moi, ça fait 15 ans que j'essaye de pousser à ce qu'on introduise ce coût du changement climatique dans les prix de l'énergie en tarifant le carbone, soit par des systèmes de taxes carbone, soit par des systèmes de quotas de C6, de C2, comme le système européen d'échange de quotas. Bon, dans l'agriculture, on est confronté à ce même problème que les prix hein, des produits agricoles ne reflètent que très peu hein, les coûts des dommages écologiques, si vous voulez. Et donc, il faut trouver des méthodes pour essayer d'introduire ces valeurs qu'on va accorder au climat, à la biodiversité, dans vos comptes d'exploitation. C'est un peu plus compliqué que pour l'énergie, si vous voulez. L'énergie, c'est simple, j'ai 3 produits. Hein. C'est monodimensionnel, l'énergie. J'ai 3 produits, j'ai le CO2. Bon, le méthane aussi, mais donc c'est bien cadré, mesuré, etc. Bon. Pour l'agriculture, ce que je disais, ce qu'il faut, c'est réinvestir dans la diversité, hein, c'est faire de la bioéconomie. Hein, c'est bon. Quand on va arrêter la déforestation, on lutte pour la biodiversité. Quand on s'écarte de système de monoproduction et qu'on va valoriser les sols et leur capacité de stockage, eh bien, c'est de la biodiversité. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, il faut valoriser le carbone vivant. Il faut valoriser le carbone vivant. C'est l'un de mes petits combats actuels, si vous voulez. Je dis des petits combats, c'est pas que je suis un militant, mais quand même je suis un peu militant pour ces questions-là, au sens d'essayer de pousser hein, à trouver des solutions. Pas uniquement à mettre des pancartes hein, dans les manifs, moi c'est pas mon truc. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Il y a eu des progrès de fait, et tu y as fait allusion tout à l'heure. Dans les années 2000, hein, on a mis en place des systèmes de crédit carbone pour valoriser un certain nombre de pratiques, et notamment dans la filière de Berne, hein, il y avait de très beaux projets, hein, puisque d'une part on faisait les crédits carbone pour sortir le charbon des fours, j'espère que c'est totalement fait, je ne suis pas sûr encore totalement, mais bon, il faut vous dépêcher, hein.
Et puis, on mettait aussi en place des systèmes pour modifier les pratiques agricoles, hein, avec l'utilisation des andins pour que la luzerne arrive moins humide à l'entrée du four. C'est quand même assez dur. Et ça, c'était le crédit carbone qui le finançait. Donc le crédit carbone, il existe toujours. Il est même maintenant beaucoup plus normalisé, hein, avec un truc dont j'oublie toujours comment ça s'appelle, le truc de l'État, là, le label, le LBC, on dit, le label bas carbone. Bon, ok. Maintenant c'est bien, vous pouvez mettre un tampon République française. Bon, le problème, c'est que ce label, il est à la fois bien et pas bien. Il est bien parce que il vous donne une espèce de, comment dire, de légitimité républicaine, si j'ose dire. Bon. Il ne vous donne pas un prix. L'État ne vous achète pas le LBC. Donc c'est la question du prix. Hein. C'est quel prix on va donner. Si vous valorisez que le CO2 énergétique, hein, vous n'allez pas arriver très loin. Dans la Luzerne, ça a bien marché parce que vous aviez derrière des quantités importantes, hein, de CO2 à gagner dans les fours, hein, dans la déshydratation. C'est un cas d'école qui est difficilement réplicable. Et puis, il y a des limites quand même au crédit carbone pur, hein, c'est que vous ne valorisez pas d'autres aménités environnementales de l'agriculture potentielle. Vous ne donnez pas la valeur à la biodiversité. Je vous donne deux exemples, qui sont deux exemples de projets qui sont éligibles à des crédits carbone. Premier exemple, dans l'Ouest, je pense que, ici, si j'ai bien compris, vous êtes en partie de l'Ouest, en partie de l'Est, hein, pas du tout, pas trop du Sud. Bon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a le projet Carbocage qui a été développé. C'est pas un truc, comment dire, c'est développé dans le cadre des chambres d'agriculture, donc c'est vraiment des innovations qui sont dans le système agricole, c'est important de leur innovation. Bon, en gros, ils mettent du crédit carbone pour refaire des haies. Bon, je les ai un peu aidés au démarrage et puis de temps en temps j'échange avec eux. Le problème, c'est que la valeur du CO2 dans les haies, tant qu'elle ne reflète que le volet énergétique, ça ne fait pas assez. Vous ne revalorisez pas d'autres bénéfices environnementaux. Quand vous remettez des haies, hein, vous avez un effet positif sur la biodiversité, c'est important. Lorsque vous améliorez le stockage, lorsque vous augmentez la matière organique dans un sol, vous améliorez sa capacité de rétention d'eau. C'est important sur le plan écologique. Ça n'a pas de valeur, ça. Et avec mon ami Bernard Chevassioui, qui est l'ancien président du Muséum d'histoire naturelle, on a calculé, dans le bassin parisien, si on double le taux de matière organique dans le sol, on accroît énormément la capacité de rétention d'eau. On n'a plus besoin de ces milliards qu'on dépense, hein, en amont de Paris pour faire de la régulation vous voyez, donc, autre exemple, ça c'est un exemple un peu différent d'un pays au sud où on fait de l'intensification agricole. Intensification agricole. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'écologie bobo, hein, où on s'occupe de produire. Évidemment, il faut produire beaucoup plus en Éthiopie et beaucoup plus de nourriture riche aussi en protéines animales. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer 100 kg de viande rouge par habitant et par an, hein, mais quand on part de zéro, c'est différent. Hein, bon. Et ça, c'est un projet intéressant parce que on lie de l'amélioration, d'intensification des productions agricoles avec du réaménagement de bassins versants. Et donc, on a un volet économique et un volet écologique. Je pense que demain, pour valoriser le carbone vivant, il ne faudra plus faire uniquement compensation carbone, il faudra faire carbone plus biodiversité. Autrement dit, il faudra trouver des leviers pour rémunérer les services écosystémiques. On commence à faire des projets pilotes. Assez compliqué à monter parce que le vivant, c'est toujours beaucoup plus compliqué que le mort. C'est vrai, par exemple, je fais une petite parenthèse, peut-être pas, mais c'est pour vous donner l'image. C'est vrai, par exemple, dans le transport. Quand on fait l'économie du transport, réorganiser une filière logistique où vous transportez des cartons, c'est assez facile, hein, parce que les cartons, c'est pas eux qui décident où est-ce qu'ils vont. Réaménager un système de transport urbain, c'est la calamité parce qu'on ne sait jamais ce que vont faire les hommes. Bon. Donc c'est pareil, la biodiversité, quand vous intervenez sur un milieu vivant, vous ne savez jamais trop comment il va réagir, à quel prix, et que vous avez parfois des surprises, bonnes ou mauvaises. Vous voyez, bon.
Mais il faut faire des projets pilotes. Je ne doute pas que votre produit, la luzerne, s'y prête merveilleusement. C'est clair, si vous voulez. Je pense qu'il faut réfléchir, peut-être en discuter avec eux. Ah oui, j'ai pas dit en introduction que j'ai aussi d'anciens élèves ici, d'anciens étudiants de la salle Beauvais, hein, qui sont devenus en général directeurs, je suis très fier. Donc je discutais avec l'un de mes anciens élèves, on parlait éventuellement de la recherche de nouveaux débouchés. Vous voyez, parce que il faut réfléchir à tout ça, parce que la révolution agricole va se doubler d'une modification des régimes alimentaires. Bon, c'est inévitable. Notre modèle alimentaire occidental n'est pas réplicable à grande échelle compte tenu des contraintes climatiques et de biodiversité, pareil que pour l'énergie, si vous voulez. Oui, donc je pense qu'on en est sur cette phase amont où on en est, et la difficulté sera le passage à l'échelle. Mais pour bien changer l'échelle, il faudra être parmi les premiers à avoir fait les expérimentations pilotes, et donc je ne doute pas un seul instant que les producteurs de luzerne seront parmi les grands innovateurs sur ces projets pilotes. Vous avez invité un expert climat pour vous parler du climat, et je terminerai par cette petite image, ce cartoon que j'aime bien. Vous voyez, c'est un dessin d'un certain Pierre que je connais pas évidemment. Du reste, on dit, selon certains experts, il serait déjà trop tard pour sauver la planète, évidemment. Ouf, on va pouvoir continuer comme avant, lui avec sa voiture, l'autre avec son camion, évidemment l'agriculteur avec son tracteur. Non, il n'est pas trop tard. Merci de votre attention. Merci Christian. Alors on a un petit quart d'heure, 10 minutes à quart d'heure pour une série de questions si vous le souhaitez. Donc je vous demanderai juste de lever la main pour que Grégoire puisse vous apporter un micro. Vous avez parlé de services environnementaux, pour l'instant n'est pas rémunéré. Au sein des syndicats, on y réfléchit avec ce qu'on appelle les PSE. Et pour autant, on se rend compte que si on doit trouver des financements, les financements se feront de manière privée et non pas de manière étatique. Et c'est un vrai problème parce que finalement, les gens qui veulent financer de l'environnement, ils le voient en termes de saupoudrage et d'image, mais pas de manière très, très appuyée. Je partage complètement votre point de vue sur le fait que les PSE ne peuvent pas reposer sur le volontarisme d'innovation privée, même si ces innovations sont intéressantes. Et je pense que ces innovations sont intéressantes pour tester des modèles, pour tester des systèmes. Mais je pense que le passage à l'échelle va demander effectivement d'intégrer en gros dans les politiques agricoles et dans les politiques territoriales aussi, des mécanismes publics. Et je n'oppose pas public et privé, si vous voulez, il faut faire les deux. Je pense que si vous regardez en matière de politique publique, très souvent, il y a des innovations privées qui démarrent, et ensuite, c'est la collectivité publique, soit au niveau national, soit au niveau européen, soit au niveau régional, qui va permettre de passer à l'échelle. Alors, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec l'agriculture, mais c'est le même mécanisme, vous voyez. La sécurité sociale. Je pense que pas grand monde ici serait en faveur d'un système de sécurité sociale privé. Mais avant qu'on, on ne peut pas dire qu'on l'a nationalisé, mais avant qu'on mutualise à l'échelle nationale la sécurité sociale, ça a été des innovations privées. Des innovations privées dès la fin du XIXe siècle par des patrons qui étaient, ou des syndicalistes qui étaient un peu innovants, etc. Mais bon. Donc je pense qu'on a le même système. Alors quelles sont les voies dans lesquelles on peut imaginer de l'accélération? Moi je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que le lien entre les systèmes agricoles, mais plus généralement les systèmes d'utilisation du sol et le cycle de l'eau ne sont pas du tout suffisamment explorés. Je ne connais pas beaucoup de modifications de pratiques agricoles qui permettent de créer de la diversité biologique sur le sol qui n'aboutissent pas à un meilleur stockage de l'eau.
L'eau, c'est une politique publique. Hein. C'est un système qui est... Donc je pense que là il y a vraiment quelque chose à réfléchir. Deuxième point. Une partie des innovations et des services environnementaux améliore la qualité de la production alimentaire qu'il ne faut pas arrêter. J'ai été très clair au début de la présentation. Pour moi, la révolution agricole qui vient, c'est pas basculer vers une agriculture moins nourricière. Mais on ne produit pas exactement la même chose. Donc je pense que les politiques publiques doivent aussi s'assurer de valoriser beaucoup mieux ces systèmes. Et puis après, comment ça vient les politiques publiques? Ça vient lorsque vous avez suffisamment de pression sur les gouvernements pour qu'on soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. En général, on est assez conservateur. Donc c'est très rare que... Souvent on dit que les entreprises sont très innovantes. On voit que les entreprises, quand elles savent faire un truc, elles continuent à faire la même chose. Bon, pareil pour les politiques. J'ai vu ça quand je me suis occupé de la taxe carbone, croyez-moi. Quand on a réformé le système d'échange de quotas. Bon. Donc c'est aussi l'impulsion qui va être donnée par la force. Et là, je pense qu'il est très important que le monde agricole corrige l'image négative qu'il a, un peu, il n'en est pas le seul responsable, mais qu'il a dans le monde de l'écologie. Si vous allez à Bruxelles, vous voyez que les gens de l'écologie ne connaissent pas l'agriculture. Mais je pense qu'il faut vraiment corriger, il faut faire des partenariats, il faut sortir. C'est très difficile. Hein. Mais si on n'y arrive pas, on n'exercera pas les pressions suffisantes pour obtenir justement cette rémunération. Mais cette rémunération qui ne sera absolument pas une exonération de faire des efforts d'être efficace et autres. Parce que, évidemment, des fois, les gens imaginent l'agroécologie, c'est une agriculture presque, comment dire, facile. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que l'agriculture industrialisée. Hein. Vous savez tous. La question, l'agronomie est en train de beaucoup changer, l'INRAF est en train de faire une révolution, mais ça va être beaucoup plus compliqué, hein, ce système agricole. C'est pas du tout un retour, c'est pas le retour à la polyculture élevage hein, de grand-père, hein, non, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, beaucoup plus technique, et je pense que on n'y échappera pas. Alors Christian, on a une question, oui, de Pierre Bégoc, directeur général de Desialis. Oui, je vous remercie pour la qualité de l'exposé. Et puis je voulais revenir sur la jambe énergie fossile. Prendre un exemple d'un pays où il n'y a pas la sécurité sociale, où c'est dur de faire pression sur le président, la Chine par exemple, où j'ai vécu. Et je voulais vous demander comment est-ce que vous analysez aujourd'hui l'explosion, ou en tout cas l'investissement massif de la Chine sur les centrales à charbon, sur l'exemple des terrasses, du riz cultivé en terrasse que vous avez pris au Vietnam. On a la même chose aussi dans certaines régions chinoises. Il y a la question de la main-d'œuvre qui est quand même très prégnante dans ce que vous exposez, on ne l'a pas vraiment adressé. Je voudrais avoir votre avis sur l'Asie, le retour du charbon en force à court terme, et comment est-ce qu'on embarque ces pays-là aussi dans la gestion de ce que vous proposez, de ce que vous êtes en train de travailler pour justement que les mentalités changent. Et on va dire que la perméabilité des esprits au changement n'est pas forcément la même sur tous les continents, si je peux m'exprimer ainsi. Vous habitez où À Shanghai. Shanghai. C'est confiné actuellement. Mais je sais, ouais. Mais vous êtes encore en Chine ou pas? Non, c'est quelques années. Ouais, le Bund à Shanghai, c'est chouette. Moi j'ai fait des... J'étais dans la concession française près de Zhonglu. Ouais, moi j'ai fait des cours à, comment elle s'appelle, l'université de Fudan ou j'ai fait quelques cours, j'ai expliqué le marché carbone européen à l'université de Fudan. Bon. Alors, sur... l'Asie, évidemment, je ne suis pas un grand spécialiste, si vous voulez, ni de la psychologie, ni de la philosophie, encore moins de la politique chinoise. Mes éléments sont les suivants. Sur la transition énergétique, la Chine est aujourd'hui à la fois de très loin le premier investisseur dans les sources renouvelables, avait beaucoup ralenti la construction de centrales électriques. Bon, peut-être pour mettre tout le monde sur le même niveau d'information.
la production d'électricité à partir d'énergie fossile, c'est un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il faut le savoir. C'est-à-dire que si on produisait demain l'électricité sans aucun fossile, immédiatement c'est 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui disparaissent. Donc c'est majeur. Et lorsqu'on regarde la réduction des émissions de gaz à effet de serre en Europe, qui est très importante, à 25% depuis 1990, pour l'essentiel, c'est la façon dont on a changé les systèmes de production électrique. Donc en Chine, ça a évidemment une importance considérable compte tenu de la taille du pays et compte tenu aussi du fait que les Chinois consomment de plus en plus d'énergie. Donc le plan chinois sur l'énergie, c'est effectivement d'accélérer massivement l'investissement dans les renouvelables, ce qu'ils font. Un investissement qui est souvent sous-évalué, c'est l'investissement dans les réseaux de transport électrique, qui sont très très importants. La Chine est en train d'acquérir une supériorité mondiale sur la capacité de transporter à long terme de l'électricité. C'est probablement aussi important que sa position dans les métaux lourds, dans la géopolitique de l'énergie de demain. Parce qu'on aura besoin de transporter. On n'aura plus le problème du détroit d'Ormuz avec les pétroliers et les oléoducs en Ukraine, mais on aura les capacités de transport à long terme de l'électricité. La Chine investit massivement là-dedans. Et puis, pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, il ne suffit pas d'investir dans le décarboné, il faut désinvestir du fossile. Il faut sortir du fossile. C'est là où on en est aujourd'hui en France, ou en Europe. Le gros problème de la transition énergétique, maintenant, c'est à quel rythme on va accepter de désinvestir de l'énergie fossile. Et c'est là où ça coûte le plus cher, je vous dis au passage. Quand on dit le coût de la transition énergétique, c'est le coût des électrolyseurs, moi ça me fait marrer. C'est des investissements, c'est très possible. Le coût, c'est comment est-ce que je reconvertis les fonderies, par exemple. Parce que si on fait des bagnoles électriques, il n'y a plus besoin de fonderies, ou 80% des fonderies doivent être reconverties. Ça, c'est très coûteux. Bon. Donc la Chine n'en est pas encore à ce stade-là, elle continue à investir dans l'énergie carbonée pour produire son électricité. Elle avait divisé par plus de 4 c'est son rythme d'investissement entre... j'ai regardé les chiffres hier, pourtant donc je devrais le savoir. Je crois que c'est entre 2016 et 2019. Et depuis 2 ans, la courbe s'inverse légèrement. On ne retrouve pas, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant. Mais il y a effectivement une préoccupation qui a 2 volets. Il y a un volet purement géopolitique. C'est que les Chinois ne veulent plus importer de charbon d'Australie. Or, vous savez que l'Australie est, avec l'Indonésie, le premier exportateur mondial de charbon. Et je crois que près de 40% du charbon chinois vient d'Australie. Donc les Chinois, vous savez, ils n'ont pas d'état d'âme, ils sont en conflit ouvert, enfin en conflit ouvert, ils ne sont pas en guerre, mais ils sont en différends très violents avec l'Australie. Et donc la première raison pour laquelle ils relancent de la production charbonnière, c'est qu'ils veulent ne plus dépendre de l'Australie. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour le climat. Moi, j'ai fait partie des gens qui pensaient que, c'est sûr que j'étais un peu mis en bateau quand j'étais en Chine, j'ai participé à on appelle ça les comités de haut niveau. Bon, vous rencontrez les gars... Christian. Oui, d'accord, ouais. Bon. Mais tu vas poser des questions intéressantes. Donc. Ok, bon, alors, voilà sur le volet énergétique. Bon. Sur le volet agricole, il se trouve que j'ai dirigé la première thèse avec l'INRA Chine sur le coût de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur les sols de l'agriculture chinoise, avec une étudiante chinoise. Il y a il y a une prise de conscience des autorités nationales sur le fait qu'il faut réduire les doses, notamment d'engrais azotés, qui sont, je vous le signale au passage, 2 fois celles qu'on a dans le bassin parisien. Donc, et l'une des conclusions de la thèse, c'est assez amusant, parce que j'avais un jury, moi j'étais le seul occidental dans le jury, c'était qu'il fallait arrêter de subventionner les engrais azotés en Chine.
toujours la question des prix. Voilà. Donc la transition se fera un peu en retard. Par contre, avec la Chine, une fois qu'ils sont lancés dedans, ça va vite. Hein. Donc voilà. Alors, Vous avez Christian, une question, on va prendre une dernière question Ouais, parce ouais. qu'il nous reste 3 minutes. Je comprends, Donc, ouais. une réponse courte. Excusez-moi. Oui, d'accord. Benoît Lançon, président de l'USEAL. Oui, Président de L'USEAL. musée à la coopérative, ça marche pas. Ah, il faut peut-être remonter le... Ça, c'est la censure. Hein. Ils veulent plus de questions. Ça marche, oui. Bien, oui. Face à la flambée des matières premières alimentaires notamment, vous avez évoqué à 2 reprises la nécessité de produire de façon raisonnée, comme on sait le faire aujourd'hui bien sûr. Quelle est votre vision de cette nouvelle PAC 2023, Farm to Fork, qui va nous amener à mettre en gel, en jachère, des terres à hauteur de 3-4% dès l'année prochaine? Oui. Alors, bon, pour être franc, je n'ai pas regardé en détail le problème Farm to Fork depuis un certain temps. Bon. Je pense qu'il y a des choses absolument incontournables dans le projet Farm to Fork. Bon. La question de la mise en jachère dès 2023 est peut-être pas très, très adaptée. Je ne sais pas si on ne va pas la repousser du reste, cette idée. Après, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des moyens qui permettent de libérer de la nourriture pour l'alimentation en conservant des terres en jachère. Bon, dans le rapport de la Banque mondiale qui est paru hier sur les prix des matières premières, qui est quand même très bien documenté, il y a la question de la compétition entre l'énergie et l'alimentation. Donc à court terme, si on veut libérer vraiment, et puis à court terme, il y a un énorme problème sur la gestion des stocks. Vous savez tous, vous avez créé un opérateur de stockage avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Si, ouais, bon. Aujourd'hui, dans le cadre de Marche Farm du président Macron, on fait comme si on avait la maîtrise sur les stocks. On n'a pas du tout la maîtrise sur les stocks. On s'est totalement désengagé de la gestion des stocks en Europe. Donc on n'a pas d'action sur les stocks. Donc moi je pense que ce qui est crucial à court terme, c'est la gestion des marchés et l'action sur les stocks. Il n'y a que 2 pays au monde aujourd'hui qui peuvent avoir une action déterminante sur la disponibilité. Le premier, c'est la Chine, qui investit comme une malade depuis 3 ans sur les stocks, non seulement destinés à l'alimentation des porcs, puisqu'ils reconstituent leur cheptel, mais aussi sur le blé. Et l'autre, c'est les États-Unis. Parce que 40% du maïs américain, ça va faire l'énergie. Donc, je pense que c'est ça vraiment les questions cruciales, si vous voulez. Après, le détail sur le Farm to Fork, je ne le connais pas. Mon impression, c'est que démarrer une jachère en 2023 est probablement pas adapté au contexte international, mais encore une fois, je ne connais pas suffisamment le dossier pour le prononcer. Voilà. Et pardonnez-moi d'avoir été trop bavard. Bon, j'étais enchanté de passer ce moment avec vous et je vous souhaite une excellente fin de congrès. Merci beaucoup à Christian. Vous avez en bas là, un petit lien vers sa prolifique œuvre. Je crois que Christian vous a gratifié d'un dernier ouvrage dont on dira quelques mots tout à l'heure. Ah ouais, pas que la dernière slide quand même. Ah bah oui, il me semblait bien. Ouais. Hein, voilà. Okay. Donc, qui est intéressé nous renvoie un mail à Luzerne de France et on fera une commande groupée. Merci Christian. Super, voilà, merci. Vous pouvez déjà le feuilleter. Allez, bonne continuation à tous. Merci.